Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette deuxième vidéo, cette deuxième clé qui s'intitule « Questionner le sens de la vie pour trouver des réponses en soi ». Alors vous allez me dire, vaste projet que de tenter de comprendre le sens de la vie, si tant est qu'il y ait une réponse universelle, d'où ce titre, trouver en soi, dans la mesure où il est fort probable que cela dépende de chacun de nous en fonction de nos aspirations. Voilà, alors évidemment, c'est le sens de la vie, c'est probablement ce qui fait tourner le monde, tourner la tête de l'humanité depuis que le monde est monde, depuis l'aube de l'humanité. Alors justement, c'est le propre par définition de l'homme, de l'humain, que l'on définit par Homo sapiens sapiens, qui signifie littéralement l'homme qui sait qu'il sait. Avant, il était Homo sapiens, basiquement. Donc il est juste conscient à premier niveau, mais il n'est pas conscient d'être conscient. Si vous prenez les animaux, bon, ça dépend des degrés, mais en l'occurrence, le fait d'être conscient, qu'on est conscient, signifie que, notamment, on arrive à se dissocier. On arrive à se fragmenter de manière existentielle, la dualité. Et c'est aussi la conscience de savoir que l'on va mourir quelque part. Donc, on en revient à la genèse, comme on en avait parlé sur le premier volet, la première clé, à savoir la question existentielle de se séparer de l'absolu, de l'unité, et pour s'ancrer dans la matière, dans la densité, dans la chute quelque part dans la matière, des vibrations uniquement. Alors justement, cette métaphore de la genèse, de la chute de l'homme originel dans la matière, chassé du jardin d'Éden, qui correspondrait à l'unité, quelque part, à l'absolu, c'est intéressant parce qu'en fait, quelque part, il est fort probable qu'il ne s'agisse absolument pas d'un châtiment, d'un bannissement, mais plutôt, la pomme de la connaissance, de s'ouvrir à des champs de perspectives différents. Si demain j'injecte à mon chat la conscience qui sait qu'il va mourir, peut-être qu'il sera moins serein dans la vie. La pomme de la connaissance, littéralement, c'est ça, de savoir le bien du mal, de savoir qu'il va mourir, de savoir la notion de longévité, etc. Mon chat, il regarde les news, il n'est absolument pas au fait de ce qui se passe dans le monde, il ne va pas être peiné, il n'a jamais, entre guillemets, de nostalgie et autres. Il n'a pas de haut et de bas, quelque part. Donc, quelque part, il n'a pas ce niveau de conscience. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que l'humain a cette vocation de tenter de trouver un sens, concrètement les questions basiques existentielles que l'on peut avoir quand on est adolescent, enfant, et même avec le temps, et qui disparaissent parfois, de savoir en gros pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, pourquoi on existe, pourquoi on vit, pourquoi on se lève tous les matins, et ainsi de suite. Toutes ces questions profondes qui, quelque part, sont cette notion liée à sa mission de vie. Alors, l'épreuve de vie que l'humanité a subie en 2020 et qui a encore les conséquences aujourd'hui en 2021, a profondément bouleversé les gens dans leur establishment en anglais, qui est à savoir notamment cette quête de sens. En gros, on court comme des dératés, mais après quoi? Après un ballon, si vous ne savez pas que le but du jeu du football, c'est d'aller mettre dans les cages qu'on appelle les buts, ça n'a aucun intérêt de taper pour taper dans le ballon, j'entends. C'est le même principe, c'est ce qui s'est passé. C'est beaucoup de gens se sont réveillés, ayant plus de temps chez soi, avec un peu moins de loisirs et autres, pour se dire quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Oui, j'accumule de l'argent, oui, ok, sur un plan matériel, tout se passe bien, mais concrètement, viscéralement, pourquoi tout ça? Ok, pour accumuler plus, et ainsi de suite. Voilà, ça a été vraiment ce déclencheur, ce révélateur de beaucoup de gens à la surface de la planète. Alors ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre, et notamment parce que nous avons jusqu'à présent été extrêmement submergés par un déluge informationnel, encore maintenant, mais ça a toujours été, c'est le propre de notre monde moderne quelque part, mais c'est aussi une technique un peu indirecte qui a toujours été, qui est ancestrale, et notamment ce qu'on appelait le pain et les jeux dans la Rome antique, c'est-à-dire vous donner des
un peu de loisirs au peuple et un peu de nourriture, et voilà, vous l'amadouez au niveau politique et au niveau du pouvoir. Donc, sans rentrer dans des considérations trop, on va dire, trop orientées, l'idée, c'est que déjà, dans l'absolu, c'est notamment le concept que Brzezinski, en anglais, a créé comme tititainment. Tit, en gros, c'est les seins, c'est la mère matricielle, à savoir les émotions et l'argent, c'est un des fils, et entertainment, qui veut dire les loisirs. Et en gros, en quelque sorte, notre civilisation, la société moderne, occidentale, serait, entre guillemets, pressurisée sous forme d'une sorte de, non pas d'amnésie, mais plutôt de perfusion, nous bombardant d'informations, de loisirs, les applications dans tous les sens, les réseaux sociaux, etc., qui font quelque part que nous nous posons de moins en moins, passons de moins en moins de temps avec nous-mêmes, et de deux, nous posons de moins en moins de questions profondes. Cela étant, enfin, sans contredire, mais il y a toute une partie des gens qui commencent à se poser des questions, qui s'en sont toujours posées, mais disons que la société étant tellement enrobée, on va dire, d'un papier cadeau dans la consommation, etc., dans l'agitation quelque part, qu'il est souvent difficile de se poser ces questions. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée principale, c'est que, en fait, c'est intéressant de se poser des questions dans l'absolu, de remettre en question tout ce qui est establishment, c'est-à-dire ce qui est préétabli. À savoir, au-delà de pourquoi on est là, c'est aussi, ça veut dire en fait tester la résistance, la solidité de tout ce qui est les institutions, les croyances, les institutions, j'entends politiques, économiques, religieuses, étatiques, etc., et de voir si elles font encore foi. Est-ce qu'elles elles sont là parce que elles ont toujours été reportées dans le temps? Est-ce que leur hérédité fait encore sens aujourd'hui, etc. Mais de questionner, de remettre en cause, c'est le propre d'une forme de lucidité qui nécessite la notion de lumière, de lucidité et par ailleurs aussi de liberté, parce que on a des grands courants philosophiques d'aspiration à la liberté, mais la principale liberté, c'est sa liberté de penser, et c'est notamment de ne pas être des moutons, que ce soit dans un sens comme dans un autre, parce que justement, dans ce déluge informationnel, d'où l'importance véritablement de questionner dans l'absolu, c'est que nous sommes submergés d'informations, d'une part, donc quantitatives, et aussi manque de qualitatif, c'est-à-dire beaucoup de fausses informations, de ce qu'on appelle les fake news, bien entendu. C'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué de faire preuve de discernement, de faire abstraction et de se dire, bon, d'où vient, quelle est la source de cette information, qu'est-ce que ça m'évoque, est-ce que ça sent le roussi, est-ce qu'il y a anguille sous roche, etc. Est-ce que ça fait foi et je vais aller confronter avec d'autres opinions, avec d'autres sources, etc. C'est très important parce que, on le voit, à l'échelle mondiale, il est très facile d'utiliser des bastions à travers les influenceurs. Vous balancez n'importe quelle fake news à la con et quelque part, les gens vont les relayer, ça va être comme une traînée de poudre, ça va être viral et malheureusement, c'est comme quelqu'un qui est condamné, qui est innocent mais il est condamné, vous pouvez être sûr que si tout le monde fait le buzz et met la lumière dessus, bon bah 100% des gens vont adhérer, vont dire le salaud, etc., Et puis malheureusement, après son procès, même s'il est lavé, bon, qui va en parler, qui va s'en souvenir? Il y a des gens qui mettront en doute, donc in fine le mal est fait. Donc c'est un peu le problème des fake news, c'est que ça va vite, ça tourne vite, et puis on a de moins en moins tendance à remettre les choses en question. Et ça, véritablement, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que on peut être amené à une forme de servitude moderne. Au-delà, j'entends du mainstream, c'est-à-dire que même à l'intérieur de tout ce qui est conspiration, il y a à boire et à manger pour tout. Il y a du vrai et de la véracité dans la conspiration, comme il y a des choses complètement aberrantes et utilisées. Les trolls d'État existent. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des technologies qui nous permettent, par exemple, avec mes vidéos, tous les selfies que les gens prennent, de recomposer un comportement. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de me faire dire des choses absolument grotesques ou me mettre, je ne sais pas, dans un film porno ou dans un film d'action, etc., il peut le faire. C'est-à-dire que si on pousse le vice encore plus loin, c'est que nous sommes capables, et il y a des vidéos qui le montrent,
technologiquement parlant, de nous faire revivre un mort, entre guillemets, hein, via des images d'archives, mais plus préoccupant, ça voudra dire qu'on peut réécrire aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'il est fort à penser qu'on puisse voir, pour la provocation, des images de Hitler qui reçoit le prix Nobel de la paix, et pire encore, la médaille des justes, ayant sauvé des juifs pendant la guerre. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très 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 préoccupant. Alors, cette notion de discernement, mais surtout de questionner, n'est pas que forcément une forme de dissidence. C'est, en quelque sorte, c'est le regard neuf, candide d'un enfant. Le regard de l'enfant, et nous verrons tout un chapitre de recouvrer l'enfant intérieur, qui est primordial, c'est notamment, c'est en fait d'avoir des yeux neufs, et d'admiration surtout, qui nous permettent de retrouver une candeur, et notamment une espèce d'émerveillement dans la beauté de la vie. Donc ça, c'est vraiment important. Les enfants qui nous posent sans arrêt ces questions de pourquoi papa ceci, pourquoi cela, pourquoi le ciel il est bleu, pourquoi la mer est ainsi, pourquoi les poissons, pourquoi, tous ces pourquoi vous font parfois vous dire « Ah ouais, pas con, pourquoi ?» Mais des questions parfois qui peuvent être innocentes, mais aussi peut-être naïves, mais papa, pourquoi on dit un sans-papier? C'est quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas de papier toilette? Bon, ça peut être drôle, sauf que non, la notion d'identité, vous perdiez vos papiers, etc. Il y a des gens, c'est le cas, où sont falsifiés, on est condamné, vous êtes condamné pour un crime que vous n'avez pas réalisé parce que quelqu'un a usurpé votre identité. Ce sont des choses réelles. Donc, non, mais en fait, je n'existe pas. Où tu n'existes pas, tu n'as pas été déclaré en tant qu'enfant parce que pour des raisons administratives. Ce sont des bugs de la matrice, en quelque sorte, administrative, qui sont parfois choquants. Il y a comment dire, il y a énormément de cas comme tels, et c'est préoccupant. Mais là, en fait, cette notion de s'émerveiller des choses, de notre quotidien, qui nous semble être des choses, disons, de la normalité, des choses comme acquises. Mais si bien qu'en fait, quand on pousse le vice, ou plutôt l'émerveillement, comme la vision d'un enfant, ou le fait d'une absence, c'est ce que j'appelle la technique du chaos. Quand vous arrêtez quelque chose, quand vous êtes de gré ou de force, c'est notamment quelque part la situation que les gens ont vécue aujourd'hui, c'est-à-dire Covid, mais peu importe que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, les gens finalement ont réalisé à quel point la vie parfois est belle, de ne serait-ce que d'aller juste sur une terrasse de café, prendre le farniente, la beauté de la vie, etc. Donc ça, ce genre de choses qui était une normalité, puis oh j'en ai marre, j'ai pas envie, machin, etc. Quand vous faites ne serait-ce qu'un jeûne, vous ne mangez pas pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées. Alors tous ces petits « oh j'aime pas »,« oh encore »,« oh pas bon », etc. Eh bien ça disparaît, parce que vous rêvez des trucs que vous n'aimiez pas, les concombres que vous mettez sur le côté, etc. C'est le même principe. La plupart du temps, on réalise quand on a perdu quelque chose. Donc, quelque part, cette situation de liberté, notamment dans ces mouvements, 1, 2, dans la liberté où, quelque part, beaucoup de gens reproche une baisse de la liberté d'expression un peu partout sur la planète, ça met en relief la liberté d'expression qui, pour certains, est une normalité, ce n'est pas une normalité. Il y a plein de pays dans le monde, j'ai vécu plusieurs années dans un pays sur lequel j'ai encore, je ne le prononce pas, des liens et sur lequel j'ai peur de parler. Et j'ai appris à parler comme ça en utilisant des mots codés, etc. Ce sont des langages. C'est une chose que je n'ai jamais constatée. J'ai appris ça parce que, alors que pour moi, c'était la normalité. Vous naissez, je ne sais pas, dans le sud de la France où il fait toujours beau, ou à Bali, ici, il fait toujours beau, limite, à un moment, ça va devenir normal. Le jour où il ne fait pas beau, vous dites, merde, il ne fait pas beau aujourd'hui. Je viens du nord de la France et il fait, c'est peut-être un peu extrême, mais très souvent mauvais. Et bien nous, quand on avait le soleil, c'était juste magnifique. J'espère que vous comprenez cette notion de relativiser, se remettre en question cette notion d'existence par le biais de la vision naïve de l'enfant, et par ailleurs aussi celle du chaos. Alors, c'est extrêmement important, et toutes les spiritualités, j'entends pas les dogmes, hein, qui ont certaines, pas toutes, vocation justement à museler les gens et plutôt à diviser pour mieux régner, mais ceux qui ont cette vision, et notamment ésotérique, c'est-à-dire la partie cachée, la plupart du temps il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de prosélytisme, un gnostique chrétien est souvent très proche d'un soufi, qui est très proche d'un kabbaliste, etc. Il n'y a pas cette compétition du genre c'est mon équipe, elle est plus forte, etc. Parce que dès lors que vous avez
aspirer une forme d'éveil éternel, vous savez que c'est des complémentarités. Donc, c'est-à-dire que cette discussion, cette clé, je la fais en français, je la fais aussi en anglais, je pourrais la faire en portugais, en espagnol, en arabe, etc., en chinois, en d'autres langues. Ça n'altère en aucun cas le contenu du propos. C'est en ça que, théoriquement, tous les chemins mènent à Rome. Ça sous-entend que chaque courant des religions, des spiritualités, théoriquement, et en gros, convergent depuis la même source vers le même confluent jusqu'à l'immensité de l'océan, qui est l'unité. Donc, bref, quand vous faites des analogies, et j'ai fait ce travail depuis des années, il n'y a pas de compétition à l'intérieur de ça. Donc, mais je parle de manière pas nécessairement que dogmatique, plutôt institutionnelle. Certaines institutions, et c'est avéré, hein, l'Inquisition était le meilleur exemple, le pire exemple, disons, de vouloir manipuler les opinions, etc. Et en gros, vous n'aviez même pas accès à la connaissance. D'ailleurs, il était interdit de traduire la Bible, par exemple. La première personne à avoir traduit la Bible du latin au français a été condamnée à mort. Donc, ça vous montrait bien qu'on ne voulait pas que les gens aient accès, dans le christianisme, mais dans d'autres aussi, accès à la connaissance. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est éclairé, et forcément, va s'affranchir d'un certain nombre d'illusions, de plein de choses, à vrai dire. Donc pour en revenir, mais toute forme de spiritualité, tous les courants ésotériques invitent les gens à tout remettre en question. Un proverbe soufi dit de manière très imagée « remettez tout en question, même ce proverbe », qui est un conseil, méfiez-vous-en. En fait, ce qui est important, c'est que tout est une question de discernement et de résonance personnelle et de notion. Le monde, quand on s'ouvre, de remettre en question, parce que, en fait, il y a une notion de réverbération, d'effet de miroir. En fait, chacun incarnant un fragment, chaque événement dans la réalité nous permet d'accoucher de nous-mêmes et de rebondir sur une émotion réglée ou pas, de notre passé, de nos traumatismes, de l'enfance, etc., et même antérieure, à savoir les lignées, on verra ça plus tard, les lignées familiales, karmiques, etc., etc. Mais là où c'est intéressant, c'est que chaque personne, chaque rencontre nous permet de faire la confrontation, la dialectique, d'un exemple, d'un contre-exemple, mais de nous faire évoluer, de nous faire nous re-questionner, de voir la solidité de nos propos, de nos fondements, etc. Et ça, c'est très important de se dire que même dans l'absolu, embrasser quelque chose qui pour nous ne vibre pas est négatif, comment savoir ce que l'on aime si on ne fait pas l'expérience de ce qu'on n'aime pas? Okay, si vous me dites qu'est-ce que tu aimes à table, je dois vous dire ce que j'ai essayé. Et ce que je n'ai pas aimé, je vais le rejeter. Mais alors c'est mauvais parce que je suis allergique ou parce que j'aime pas au goût, etc. En plus, ça peut évoluer avec le temps. Mais c'est intéressant en fait de se dire que on fait l'expérience de ce qu'on n'est pas pour savoir profondément ce que l'on est. D'où cette notion qui est invitée dans tous les ésotérismes, mais qui se limite à la philosophie grecque de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère des dieux et de l'univers. Mais c'est pas le propre de la Grèce antique. C'est tous les cheminements spirituels qui aspirent à un éveil, une illumination, prône exactement le même principe qui est en fait une introspection, toujours dans ce sens, c'est-à-dire une quête intérieure. De là, on va nettoyer entre guillemets les résonances et les vibrations que l'on a à travers les rencontres des gens, des événements, ce qui est encore émotionnellement chaud, ce qui n'est pas d'énerver quelque part, et petit à petit, on va, entre guillemets, si le travail est fait, le nettoyage est fait, s'en affranchir. Et de là, en fait, on va aspirer à une paix, une sérénité, on va être apaisé, littéralement, et on sera en unité, entre guillemets, intérieure, qui va déboucher sur une unité avec le monde, l'environnement, dont nous sommes un fragment et dont nous faisons partie. Mais ce procédé est systématiquement dans ce sens, intérieur vers l'extérieur. On reverra sous différentes formes quand on aspirera à d'autres clés. À vrai dire, les philosophies, les spiritualités, les différents courants, que ce soit les chemins, on va dire les enseignants, les guides, etc., peu importe, la terminologie, ne sont, entre guillemets, que des clés, mais libres à chacun d'ouvrir les portes
de la conscience qu'il souhaite dans ce chemin. C'est-à-dire que c'est à son rythme. Il peut ouvrir les portes aujourd'hui, il en ouvrira d'autres demain. Peut-être que quelque chose va vibrer aujourd'hui. Pourquoi il y a tant de psy et qu'un psy ne fonctionne pas avec une telle personne et un autre? Parce que c'est personnel. Peut-être que sa méthodologie diffère. C'est pour ça qu'il y a autant de voix, autant de spiritualité. Parce qu'il y en a, par exemple, pourquoi il y en a qui sont plus audio-livres que d'autres sont visuels? Pourquoi il y en a qui n'aiment pas ça et qui préfèrent regarder des films, etc., etc., ou des conteurs, peu importe. Mais en fait, tout ça parce que nous sommes différents. Et ça, c'est intéressant de le prendre comme tel. C'est de comprendre que ces enseignements et ces enseignants différents et diffèrent peuvent vibrer ou pas avec certaines personnes, certaines sensibilités ou pas. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que c'est évolutif tout ça. Et surtout que personne, parce que bien souvent, et on le verra sur la notion d'ego et autres, qu'on a tendance à vouloir que les autres fassent le travail pour nous-mêmes. Mais ça, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle la maïeutique. C'est propre à Aristote, qui était dans la notion de provocation, pour provoquer une réaction. Sa mère était sage-femme. Donc la maïeutique, concrètement, c'est quoi? C'est donner les clés pour que les gens ouvrent ou pas les portes de la conception, de la connaissance. Et en fait, en gros, c'est d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes. D'accord? Donc en gros, mais vous ne pouvez pas le faire à la place des autres. Le cheminement d'éveil, d'illumination est personnel. Personne ne peut aller aux toilettes à votre place. On peut vous expliquer, si vous êtes gamin et autres, s'asseoir sur le pot, excusez-moi, hein, mais pousser, etc., comment vous essuyez, vous nettoyez après coup, etc. Vous pouvez faire, je ne sais pas, un PowerPoint, un SOP, comment dire en anglais, tout un mémo pour explicatif. Et évidemment provocateur quand je dis ça, mais personne ne peut faire le travail pour vous. Et ça, c'est très important parce que les gens qui prétendent ça prennent la place de gourou. Alors, négatif, parce que gourou, en sanskrit et notamment ici à Bali, ça signifie juste enseignant. Hein. On m'appelle gourou à l'orphelinat parce que je suis prof, je donne des cours. Donc, mais dans ce côté négatif, c'est-à-dire manipulateur, en vouloir à l'argent des gens, avoir du pouvoir sur les gens, ça c'est le danger. C'est que dans l'extériorisation, dans le fait d'attendre, je ne sais pas moi, de l'autre, d'un messie, de quelque chose d'extérieur, des extraterrestres, qu'un nouveau paradigme s'installe, alors que, bon, et on y viendra tous ensemble, c'est que très certainement que soit le changement que tu veux voir dans ce monde, la fameuse phrase de Gandhi dit différemment par le spectre du soufisme, Rumi qui dit différemment, qui dit quand j'étais jeune j'étais intelligent, je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. C'est le même procédé, sauf qu'il y a deux étapes. Et au départ, il y a une volonté de prosélytisme, c'est-à-dire d'avoir une interaction sur le monde, c'est très bien. Mais est-ce que le monde a tant besoin que je change? Ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à reparamétrer ma manière de l'apprécier, de m'émerveiller parfois, etc. Mais bon, pour en revenir à cette question, c'est primordial, cette notion d'introspection qui permettra en fait de s'affranchir des passions, des énergies, déchargées ou pas, à la rencontre des gens, des événements, que ce soit dans votre microcosme, c'est-à-dire votre entourage, que macrocosme, à savoir étatique, les news, etc., etc. Alors, voilà, si je devais en quelque sorte résumer à travers une phrase, questionner le sens de la vie permet de remettre en cause et ainsi mieux comprendre, d'apprécier de manière globale ou focalisée sur tout type de domaine et discipline. Alors, c'est le principe qu'on a déjà utilisé, à savoir de tester la solidité d'une machine, d'un fonctionnement d'organisation humaine, etc., etc. Voilà. Alors, de manière plus pratique, plus terre à terre, je vous invite à faire cet exercice qui est en fait d'accoucher sur papier ou sur Word, peu importe, mais de le formaliser pour que quelque part vous preniez le temps de le faire. Et notamment ce double jeu qui est d'essayer de définir pour vous, alors pas obligé d'écrire un bouquin de 12 volumes, mais d'essayer de définir le sens de la vie pour vous. 1. 2, donc dans l'absolu, pour la vie en général, pour les humains, l'humanité. 2, quel est le vôtre, quel est votre sens de la vie? Et de là, votre mission de vie. Et c'est une question que je pose à tous mes étudiants, que je pose systématiquement dès lors que j'ai une collaboration avec quelqu'un, même mes amis à titre personnel. C'est une question véritablement existentielle. Quelle est votre raison d'être?
pourquoi vous êtes sur cette planète. Alors certains vont me dire, j'ai pas demandé, etc. Faux! Vous avez demandé parce qu'il y a une volonté en tant que spermatozoïde de faire le process, parce qu'il y avait une compétition, hein, vous avez quand même déjà gagné la loterie. Donc, mais c'est primordial, très sérieusement, c'est primordial de mettre sous forme, sur papier, peu importe, ça peut être un peu scolaire, mais ça permet de formaliser une pensée, ça, et ensuite, de là, votre mission est aussi de définir des objectifs qualifiables, quantifiables. Alors, qualifiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être heureux. Bon, être heureux, c'est sur une échelle de 0 à 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de vous, c'est subjectif. Mais être heureux dans l'absolu, c'est qualifiable. Quantifiable, c'est je veux des gamins, mais combien? Je veux une équipe de foot, j'en veux un seul, etc. C'est ça en fait, qualifier, quantifier, donc définir ses objectifs. Alors évidemment, ça ne sert à rien d'en avoir une centaine, hein. Si vous en avez déjà 3, 4, 5, c'est déjà pas mal. Et puis après, il peut y avoir des ramifications, donc ça c'est vraiment important. De là, objectif, et ensuite de tenter de mettre des dates butoirs, c'est-à-dire quand est-ce que vous comptez les avoir, c'est-à-dire si c'est à la fin de votre vie, c'est un peu tard quand même, les gamins. Voilà, et ainsi de suite. Mais l'échéance est importante pour vous, c'est uniquement pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du même ordre. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui va dire mon objectif, c'est de trouver un emploi. Ok, très bien. Mais si vous n'êtes pas précis dans votre demande, à l'univers, à Dieu, peu importe, dans votre prière, dans votre schéma intérieur, vous allez être juste. Si vous dites je veux trouver du travail, demain vous prenez Internet, les sites, vous avez trouvé du travail. Vous ne l'avez pas obtenu, nuance. Donc ça, on va dire, ah oui, mais c'est subtilité. L'univers est très binaire pour ça. Donc être précis dans ce sens. Si on vous dit, oui, vous avez trouvé un travail qui est à 2h30 de chez vous et que vous devez déménager, laisser toute la famille et tout, c'est un peu gênant. Si vous arrivez, c'est peut-être à côté de chez vous, c'est très plaisant, mais dans une ambiance délétère, un panier de crabes où c'est atroce, c'est un peu moins marrant. Ou bien vous emmerdez comme un rat mort, c'est pas non plus sympa. Ou bien vous pouvez obtenir ce job, il peut être extrêmement mal payé, ou bien il peut être tout simplement, vous pouvez l'avoir dans 3 ans, 4 ans, bon c'est un peu tard. Donc c'est toujours intéressant d'être précis dans sa demande. Donc ça c'est la première chose, donc la date butoir, plus ou moins, et puis aussi la méthodologie, la stratégie que vous voulez vous appliquer. Ok, je veux des enfants, alors vous allez me dire, oui, là-dessus on n'a peut-être pas besoin de toi pour avoir le mode d'emploi. Dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de moi du tout. Mais c'est plutôt, évidemment, pas à ce sens. C'est, ok, concrètement, en effet, il faut peut-être que je rencontre une personne, peut-être, et ainsi de suite. Bon, ça semble logique, vous allez me dire, mais la méthodologie, c'est-à-dire, oui, j'en ai marre de mon boulot, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes centres d'intérêt? C'est vrai que j'aime bien, je ne sais pas, la nature. C'est vrai que je me recyclerais bien dans, je ne sais pas moi, garde champêtre. Ok, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il y a des formations, etc., etc. Enfin, c'est vraiment tout ce cheminement qui permet déjà de se sentir mieux, de se dire, voilà, parce que ce qui vraiment, la problématique aujourd'hui, notamment du Covid de sens, c'est ça, c'est que beaucoup de gens se rendent compte de un mot horrible, des bullshit jobs. Et bullshit job, ça veut dire en gros, c'est les emplois où vous êtes employé comme un outil, comme le Fordisme, on est les chaînes de production où vous répétez inlassablement la même truc, dans les grosses multinationales de la grande distribution, etc. Vous êtes traité comme un numéro, comme un robot. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est aliénant. Littéralement, alienus, en latin, ça veut dire être étranger. C'est étranger à votre condition humaine, c'est étranger à votre bon sens, c'est étranger à votre créativité, à votre divinité. C'est une offense quelque part. Mais libre à vous de vous en affranchir. L'idée n'est pas de se focaliser en se disant « c'est la faute des autres, machin ». C'est de faire en sorte qu'on essaie d'évoluer. Voilà. Alors, vraiment, je vous invite à faire ce travail, revoir un maximum de fois cette vidéo pour essayer de vous en imbiber, essayer de déceler les points importants, ce qui vibre, rejeter ce qui ne vibre pas, hein, peu importe, mais c'est un peu comme un self-service, et surtout essayer de le partager avec les autres pour voir un petit peu, confronter leurs idées, leurs perceptions, et puis de là, vous allez maturer. Et ce qui est important, c'est surtout de voir ces éléments dans la vie de tous les jours, dans la pratique, parce qu'encore une fois, ça, c'est bien beau, mais c'est de la théorie. Ce qui est important, c'est le comprendre, si on adhère ou pas, rejeter ce qui ne vibre pas, et surtout, au-delà,
de le mettre dans sa pratique pour aspirer à une vie plus sereine, plus en harmonie, etc. etc. Voilà, encore une fois, celle-ci c'est une clé parmi tant d'autres. Le but du jeu, c'est petit à petit, en vous en donnant plusieurs, c'est comme la maïeutique, c'est faire accoucher l'autre de lui-même. Vous allez commencer à tailler votre passe-partout qui est propre à vous-même, et encore une fois, parce que tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut, à bientôt.